Voilà, parce que c'est ce que je sais faire. J'écris tous les matins. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire innove. C'est désormais jeudi à 21h sur Royal FM. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Jeudi à 21h sur Royal FM. Prenez le rendez-vous. Nouvelle saison inédite. Avec Jean-Jacques Foucault. Le point littéraire, la première de couverture. La première de couverture. La deuxième rencontre, c'est avec Xavier William Kweda. Rompre le silence de la délinquance juvénile, c'est le titre de l'ouvrage, également publié aux éditions Ifriqiya, collection Interligne. C'est son deuxième passage. Xavier William Kweda est né en 1998 à Yaoundé, où il fait ses études primaires à l'école publique de Ngolmessa. Après quelques pas au sein de cette école, il suspend ses études. Dès lors, il songe à trouver un travail pour subvenir à ses besoins, venir en aide à ses parents et permettre aux plus jeunes d'aller à l'école. En 2020, il entre dans la scène littéraire mondiale à travers son premier titre intitulé « Les traces de mon parcours », publié aux éditions Ifriqiya. Originaire de l'Ouest Cameroun, dans un petit village appelé Baloum, il écrit « Rompre le silence de la délinquance juvénile », son deuxième texte. Le point littéraire, l'entretien. Xavier William, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Jean-Jacques Foucault. C'est un plaisir de vous accueillir une fois de plus, cette fois-ci avec un autre ouvrage. Merci, le plaisir partagé. Depuis la dernière fois, comment se porte le premier texte publié? Bon, c'est un peu difficile vu que tu manques de partenaires, manque de publications aussi. J'ai un peu ralenti vu que j'ai travaillé sur 3 autres projets que je compte mettre sur pied. Vu l'extrait de celui-ci qui a ces 2 projets. Un second livre est intitulé Esprit de cœur et Amour éternel, un recueil de poèmes. Vos personnes, enfin, du moins votre entourage, comment est-ce que l'entourage prend le fait que vous écriviez, que vous parliez aussi ouvertement de vous ainsi que de l'environnement des jeunes aujourd'hui avec tous les mots qu'on connaît? Bon, beaucoup ont apprécié, mais pas particulièrement. Ma famille n'apprécie pas vu qu'ils n'ont jamais accepté que je fasse ce que je suis en train de faire, la littérature, ou encore même l'amour comme je suis habitué. Ils ont dit non. Pour eux, soit c'est le commerce, comme je viens de l'Ouest, soit c'est le commerce, soit c'est autre petite culturelle qu'on doit faire pour être un enfant complet. Alors, pourquoi vous vous entêtez à l'écriture? Qu'est-ce qui nourrit votre passion à ce point de vouloir vous dresser carrément et vous imposer ce parcours-ci? Bon, j'ai commis tellement d'erreurs dans le passé et c'est l'une des raisons principales pour lesquelles je me mets au travail. Dans le temps, les années 2004, 2012, 2013, j'ai commis énormément d'erreurs envers mes parents, envers moi-même et envers la société. En écrivant maintenant, je permets à ceux qui, comme moi, dans peut-être, comment dire, la perversion, essaient de ressortir de là avec une idée comment faire pour sortir, quels sont les moyens que je dois adopter pour sortir de là. Quel est le contact que vous avez gardé avec vos anciens camarades d'autrefois qui menaient également des activités, je vais dire, dans la perversion, un peu comme vous? Quel est le type de contact que vous avez aujourd'hui? Bon, dernièrement, je vous ai parlé, je vous ai dit que nous étions, je pense, 5 et que nous, présentement, dans la ville de Yaoundé, nous étions 3, vu qu'un est décédé. L'autre était en prison, il est ressorti, il est allé du côté de Douala. Et je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, j'ai encore appris que l'homme est décédé. Donc, présentement, sur mes amis que j'essaie, amitié que j'ai eu, nous étions 5, maintenant nous sommes 2.
C'est une initiative qui demande quand même beaucoup de courage. D'abord, de s'auto-évaluer, c'est-à-dire de reconnaître qu'à un moment, on a dérapé et qu'il faut absolument revenir sur le droit chemin. Est-ce que vous avez parlé avec vos amis, du moins ceux qui sont encore en vie? Oui, j'ai pu en parler, mais personne... Ont-ils changé de trajectoire ou alors ils s'entêtent sur leur chemin? Non, certains disent que c'est du pétant, vu que tu écris, vu la littérature n'est pas valorisée chez nous. C'est l'une des choses qui rabaisse certains jeunes. Parce que certains veulent s'exprimer. Mais il se retrouve que lorsqu'on écrit, nous les écrivains, par mois, nous ne recevons rien. Oui. Nous n'avons rien. Donc, si tu n'as pas assez de moyens pour faire sortir un livre et payer les frais et organiser une soirée dédicace, tu ne sais presque à rien. Parce qu'on va te voir peut-être comme, comment dire, mendiant. Oui. C'est un peu ce que moi je vois. Parce que quand je travaille, j'ai investi beaucoup dans la littérature, mais pas dans la vie quotidienne. Parce que mon travail, même, je suis coiffeur. Oui. Mais je n'ai pas un salon VIP. Oui. J'ai un petit truc, mais quand je travaille, le peu que j'ai d'investir là-bas, je pouvais investir plutôt dans la littérature. Oui. Certains se posent les questions, même ils sont énervés contre moi, même à la maison. Pourquoi s'entête-t-il à écrire des livres? Pourquoi? Oui, ils se posent ces questions. Beaucoup m'ont déjà demandé d'arrêter maintes fois, même menacé même par moment. Même quand je sortais pour arriver ici, j'ai eu la rencontre de, comment dire, un oncle qui me dit que ça ne sert à rien que je fais ce que je fais. Vu que je n'ai aucun fruit, aucun revenu, mais je dépense. De toutes les façons, il y a une chose que vous gagnez peut-être, c'est-à-dire que la promotion d'une idée. À partir du moment où vous espérez sensibiliser les jeunes à davantage de travail, parce que vous faites un constat en entame du livre, celui notamment qui semble banal, mais qui est le problème particulier. Tout le monde est à la recherche de l'argent. Tout le monde se bat pour l'argent au point où on oublie le plus important, l'éducation de ses enfants. C'est un constat que vous avez fait et que vous marquez dans votre ouvrage. Oui, c'est un constat que j'ai fait depuis la sortie du premier ouvrage. De là que des parents, même mes parents faisaient le même cas parce que mes parents se comportaient plus au bien matériel qu'à l'éducation d'un enfant. Moi, je ne fréquentais pas. Parce que j'avais bien beau partir à l'école, mais je ne fréquentais pas. Oui. Tu t'en vas à l'école le matin, on ne cherche pas à connaître ce qu'il y a dans le sac, si tu es complet ou pas. Moi, quand je sors le matin, je me dis je pars à l'école, je retire tous mes cahiers, je mets en bas de la table, je cherche ce que je dois manger, je charge dans le sac, allez, je suis parti. Oublié. Oui. Mais le soir, tu rentres, on a donné des exercices. Le parent ne cherche pas à comprendre si tu as fait les exercices qu'on a donnés ou on a même donné les exercices. Tu prends, tu arrives à la maison, tu finis de manger 18h, 19h, tu visionnes 20h, 21h, tu prends le drap, tu mets sur la tête, tu t'endors. Le matin, en sortant pour aller à l'école, tu sais bien qu'on va te bastonner. Par chance, tu arrêtes, tu marches avec le cahier sur la main, comme nous faisons un peu en certain temps. Tu marches avec le cahier et le bic à main. Tu es tenté d'écrire. Par contre, même la moto peut te percuter comme ça, tu ne te rends pas compte. Simplement parce qu'on n'a pas pris le temps de faire les devoirs à la maison. À la maison. Et moi, je renvoie beaucoup plus la faute aux parents, vu que si tu te lèves un matin et dis, j'envoie mon enfant à l'école, tu dois prendre soin de regarder ce qu'il fait à l'école. Contrôler au moins, si tu lâches des cahiers, c'est pour faire quoi si tu ne prends pas le temps de flotter dans ces cahiers, regarder ce qu'il a écrit, regarder ce qu'il amène de l'école. Bon, moi, je vois ça ne sert presque à rien. En tout cas, c'est un enfant qui nous sensibilise à rompre le silence de la délinquance juvénile. Un autre constat, vous faites remarquer que généralement, le parent donne le matériel. Le moment où il se met en colère, c'est généralement pourquoi tu n'as pas de bons résultats et pourtant acheter des cahiers et des livres. Oubliant qu'il y a un suivi en permanence qu'il faut mener avec l'enfant. Bien sûr. Bon, certains parents ont l'habitude de faire que lorsque l'enfant est déjà admis dans un centre d'études, ils abandonnent l'enfant, ils délaissent l'enfant à eux-mêmes. Donc, on sait qu'il est déjà admis à l'école, il va faire le nécessaire par lui-même. On ne prend plus le temps de le contrôler. Il rentre, on ne demande pas ce qu'ils ont fait à l'école, on ne demande rien, on n'essaye pas de lui parler. Par moment, j'ai soulevé aussi un sujet que les parents ont tendance à renverser la faute sur certains parce qu'ils savent bien que l'enfant peut commettre certaines erreurs, mais ils disent non. C'est pas mon enfant qui peut commettre ces erreurs. La surprotection. Mon enfant ne peut pas faire ça. Mon enfant n'a pas fait ci. Et puis on soutient l'enfant même sans avoir à vérifier. Et ça, ce n'est pas de nature à favoriser son épanouissement à lui parce que finalement, il va se condamner, il va se retrouver dans une situation où c'est difficile d'en sortir. Bien sûr, bien sûr. Bon, je soulève le sujet parce que j'ai aussi la suite de ce livre.
Vous savez, même au premier, je vous ai dit, j'écris à la demande du public. Oui. Je n'écris pas pour moi-même. J'écris à la demande du public. Oui. Après la lecture de certains de mes amis et les camarades de ma petite sœur, ils m'ont demandé à ce que la suite, comme du premier. J'ai dit OK. Parce que celui-ci, j'avais prévu la suite. Oui. Parce que celui-ci, c'était juste un aperçu pour montrer ce qui est en projet. La suite, c'est me présenter ce qui se passe au sein des établissements aussi. Oui. Parce qu'on a tendance maintenant à voir des établissements qu'on entend, l'élève a poignardé tel, l'élève a amené la drogue, l'élève a organisé la partouze, comme ce qui s'est passé récemment au lycée de Lugosono, où on a rattrapé des jeunes qui avaient une cargaison de drogue, parce qu'on ne peut pas dire que c'était une petite quantité, c'était vraiment énorme. Oui. Au lycée de Ligosono, il y a aussi le lycée de Mendon, si je ne me trompe pas, où on a récupéré des enfants qui ont fait la partouze. On ne le connaît pas. Et il y a aussi le lycée de Bafoussam, où un élève a poignardé son camarade, vu que celui-là s'est imposé pour séparer une bagarre à la suite. Assez récemment, à Bachia, on avait interpellé un élève avec un couteau à la hanche. C'est vraiment, il espérait faire le retour à un camarade, comme on dit vulgairement. C'est ça. Parce que ces fléaux sont déjà très graves dans notre société. Et moi, j'essaie de voir comment parler de ça. Oui. Et pour les drogues, j'ai eu à parler avec certains jeunes qui m'ont expliqué un sujet que moi-même, ça m'a vraiment choqué. Dessus quoi, le jeune dit que pour faire bon, lui il vend de cette stupéfiant-là au sein de l'établissement, mais lui il dit ceci. Il est le dealer. Voilà. Que lui, la courroie de transmission entre le vrai opérateur et les élèves. Mais lui, ce qui m'a un peu énervé, c'est que quand il m'explique, il dit que lui ne part pas à l'école pour fréquenter. Il part pour ses ventes, pour se faire de l'argent et ça fait des nouveaux partenaires qui vont faire les ventes à l'intérieur. Et il ressort. Donc, quand il entre dans l'établissement, il détruit une partie de la jeunesse. Il ressort. Il me précise, ils sont peut-être, ils m'ont dit groupe de 5. Ça m'a énervé ce que j'ai entendu. Le lendemain, je ne l'ai plus jamais revu. Parce qu'ils me disent qu'ils peuvent faire par an, ils entrent dans peut-être 3 à 4 lycées ou collège. Dès qu'ils ont fini de partager au ventre, ils sortent. Ils ne reviennent plus. Alors, dans le livre « Rompre le silence de la délinquance juvénile », vous prenez le cas d'une histoire bien précise, c'est-à-dire qu'un parent qui a plusieurs enfants et semble commettre la même erreur aussi bien chez le premier, chez le second que chez le troisième. C'est une histoire que je peux dire presque que j'ai vécue. Mais je peux dire que j'étais. Parce que moi, j'écris des trucs réels que je vois au quotidien et que j'étudie aussi. Cette histoire, c'est une famille que j'ai vue proche de chez moi. Et la famille était très heureuse vu les entrées d'argent, les finances. C'était très bon. Ce que nous voyons quand on voit le bien-être, ce n'est que les biens matériels. Par contre, au sein de la famille, c'était la catastrophe. Parce que le premier était un voleur. Moi, c'était presque mon voisin, mais moi, je n'ai jamais su. Le deuxième, c'était un ami en moi, comme un frère. Lui-même, il a commis la même bêtise. Et le troisième, un petit frère pour moi. Quand je vois la famille, la manière que ça se comporte, je suis l'histoire même de la famille en question. Par moment, quand le père rentre, quand il lève le ton, la femme lève aussi le ton. Que ne gronde pas mon enfant. Oui. Faut pas parler mal à l'enfant. Il fait ceci, et autre ceci. Le père, il punit l'enfant en disant « Tu n'as pas l'argent de poche ». Le lendemain, la maman retire l'argent et le donne. Oui, par derrière. Généralement, c'est ce que lorsqu'il n'y a pas d'entente dans le couple, la mère... ça t'est l'affaire. C'est ce qui est vraiment décevant pour nos parents. Il faut arrêter cela. Il faut dire que pour le cas de cette famille, l'histoire est évoquée notamment, le fils, le premier, a vu les premières erreurs de ses frères. Le second est passé par la trappe. Le troisième, quand même, était choyé. Mais jusque-là, il s'est retrouvé dans des situations très compliquées. Très compliquées parce que lui, c'était l'avantagiste. Parce que il y a un certain niveau, quand on gâte un peu trop l'enfant se prend un peu les ailes, se prend la tête. Il pense que tout le monde est égal à lui et ne respecte plus ceux qui sont autour de lui. Et cela, c'est décevant aussi par moment. Alors, pour cette histoire et cette famille, la leçon principale à retenir, aussi bien pour les jeunes que pour les parents. C'est vrai que là, on semble dire que les parents ont une grande responsabilité. Mais est-ce que les jeunes, à leur niveau,
ne peuvent pas, certes, se rendre compte qu'ils sont dans des situations peu évidentes, être plus conscients de ce qu'ils devraient suivre un chemin tout à fait commode pour éviter de se retrouver dans des situations désagréables. Non, c'est difficile. Si le parent ne prend pas déjà l'engagement d'éduquer l'enfant, c'est difficile que l'enfant prenne conscience seul. Sauf si lui-même à un âge s'est dit qu'est-ce que je fais, comme peut-être moi. J'ai pas pris conscience parce que mes parents m'ont parlé, ou peut-être parce que celui-ci m'a dit. J'ai pris conscience quand ma mère est décédée, je me suis retrouvé seul. Ouais. Parce que quand je faisais mes coups bas dans le passé, c'était ma mère qui endossait tous les coups. Ouais. Mon père, lui, s'en foutait, lui m'avait déjà dit. Et une fois même, j'ai commis une erreur, mon père a dit ceci: si un jour on t'amène à la gendarmerie ou bien on t'arrête quelque part et qu'on demande où est ton père, précisez bien que ton père est déjà mort. Donc, vous écoutez cela, lui, il m'avait déjà dit que vu que je ne vais pas changer, je ne suis plus son fils. Oui. Et la mère, elle ne pouvait pas dire cela parce qu'elle a quand même l'amour. Une maman, c'est l'amour déjà, avant tout. Elle m'a dit ceci: toi, tu dois arrêter tes trucs. Tu vois que je suis malade, elle était malade. Elle me dit: tu vois, je suis malade et je n'arrive plus à financer même tes petits frères pour qu'ils partent à l'école. Comment tu continues dans tes bêtises? Tu regardes ma situation. Bon, au premier mois, j'ai d'abord dit que ce sont des conneries. Tant que tu es là, moi, je ne sais pas pourquoi je vais travailler. Parce qu'en ce temps-là, je ne travaillais pas. J'ai commencé le travail, je pense, en 2017, 2018. À coiffer, à apprendre à coiffer pendant ce temps, j'ai fait 3 ans d'apprentissage. Oui. Et quand j'ai fini, j'ai dit, après ces 3 ans, pourquoi continuer? J'ai ouvert mon atelier, ça fait déjà 2 ans. Le peu d'argent que je gagne, j'ai dit, bon, je vais essayer de conseiller, de conscientiser mes petits jeunes frères qui sont derrière. Si même, par chance, peuvent au moins jeter un petit coup d'œil sur le projet, ça va être merveilleux. Oui. Alors, aujourd'hui, au-delà peut-être de rencontrer des jeunes de votre génération, est-ce que le message ne s'adresse pas également aux parents? Et si oui, aux parents, qu'est-ce qu'on veut dire aux parents à travers un ouvrage comme celui-ci? Beaucoup plus s'adresse aux parents de changer au moins de mentalité, la manière d'éduquer. Comment ils devraient s'y prendre? C'est-à-dire que vous, en tant qu'enfant, quelles sont les attentes en fait des enfants d'un certain âge, adolescents, un peu plus jeunes et tout? Bon, on ne va pas prendre du cas directement adolescent, on va partir de le bas âge. Vu que si le parent trouve néanmoins 5 minutes de son temps ou 10 minutes pour dialoguer avec l'enfant chaque fois qu'il rentre du travail. Et par moment, le week-end, qui sait que c'est un jour férié pour tout le monde, un jour de repos pour tout le monde, il prend au moins cette journée-là pour essayer de changer, partager qu'est-ce qu'ils ont fait au cours de la semaine, voir comment l'enfant évolue et voir l'attitude que l'enfant garde aussi. Parce qu'il y a certains que au cours de la semaine, il peut avoir un problème. Et le parent n'est pas là pour qu'il puisse en parler. Dans le dialogue. Oui, il n'est pas là pour qu'il puisse dialoguer. Le lendemain, il se retrouve dans la même situation. Et maintenant, c'est grave la tête. Trouver solution, il n'arrive pas. Le seul moyen qu'il trouve, peut-être que vu, le parent n'est pas là pour que je l'explique. En ayant expliqué à un ami, l'ami ne va pas le conseiller, peut-être non, ne fais pas. L'ami va le conseiller, peut-être que va faire. Ça ne va rien changer sur toi, ça va arriver quoi. Comme peut-être je prends le cas des jeunes filles, que je veux compléter cette histoire. Une jeune fille une histoire que j'ai aussi eu à entendre, c'est une amie. Tu se retrouves à les difficultés, mais aucune personne ne peut l'aider. Quand elle prend le cas pour aller parler à un ami, il faut dire que, mais avec tous les gars qui te draguent là, tu en manques quoi. C'est pour lui dire, elle n'a pas compris ce que son ami voulait dire. Elle a un peu perdu un peu le temps à comprendre. Son ami lui répète que, mais si il te drague, tu peux bien lui dire qu'il te donne quelque chose. En retour, tu fais ce qui est juste pour lui. Oui. Donc, il y a beaucoup de dangers. Il faut que les parents prennent conscience de ces dangers-là. Bien sûr, bien sûr. Il faut dialoguer avec les enfants. Il faut être un peu plus proche. Il ne s'agit pas de donner à manger et dire que je te donne tout à la maison. Un peu d'attention, un peu d'amour, d'affection. Écouter aussi les enfants. Après un premier texte, un deuxième texte, au-delà d'écrire, est-ce que vous avez essayé de trouver d'autres moyens pour parler avec des jeunes, aller à leur rencontre, peut-être dans les établissements? Je n'ai pas encore trouvé d'occasion, vu que c'est un truc que je compte mettre sur pied. Essayer aussi de voir si je peux, parce que c'est un peu difficile chez nous. C'est un peu difficile parce que c'est difficile que tu trouves un établissement si tu ne monnaies pas de t'accepter, parce que même chez moi, à l'ouest,
Je suis allé récemment pour prendre certaines images pour dire je vais écrire un petit truc pour valoriser au moins ma culture, d'où je viens. Ouais. Je me suis retrouvé où on me demandait de payer pour faire des images. Parce que dans ce projet que j'avais lancé, je comptais organiser une soirée un événement défilé parce que je fais aussi dans la mode. Ouais. Dans la création beaucoup plus, je ne suis pas encore styliste, mais je suis modéliste, designer. Je compte organiser un événement d'ici peu, peut-être 1 an ou d'ici 6 mois, je ne sais pas. Mais c'est déjà en cours. Et le parrain de l'événement, je pense que si dans les thèmes, ça devrait être Jean-Claude, mais c'est pas. L'éditeur. Bien sûr. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument lire cet ouvrage? D'abord pour les élèves, les enfants, les adolescents, les jeunes, et ensuite pour les parents. Pourquoi ils devraient lire cette histoire? Beaucoup plus pour les jeunes déjà, c'est pour ne plus tomber dans les griffes peut-être de la naïveté. Parce que certains, après quelques temps, cause dialoguer avec un ami, tu te retrouves que tout ce qu'il va te dire, tu vas juste encaisser, tu ne vas pas te poser la question, tu ne t'interroges pas. Tu exécutes seulement ce qu'il te dit, mais tu n'es pas un esclave, parce que je sache. Si il t'explique que voici ce que tu dois faire, en le lisant peut-être tu sauras que non. Quand je lis, j'ai compris dans tel chapitre, dans telle page que non, si j'ai fait ça, ça va me bloquer dans tel niveau ou telle position, il serait bloqué et je ne pourrais pas évoluer. Oui. Et pour les parents, c'est si simple. En lisant, ils sauront que si l'enfant adopte peut-être cette attitude, ils sauront pourquoi l'enfant a adopté l'attitude. Oui. Par contre, si le parent ne prête pas attention de ce que la nouvelle génération, parce que moi je me dis, je suis dans la nouvelle génération, je ne dois pas écrire les trucs de l'Antiquité parce que je n'étais pas. Oui, j'ai fait les trucs de la nouvelle génération parce que je connais ce qui se passe et j'ai vécu dans ce milieu. Donc, j'essaie de montrer un peu aux parents comment l'enfant, puis l'attitude de l'enfant, même depuis ma première publication. Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai essayé de faire. Il faut aujourd'hui suivre les enfants. Avoir un regard attentif. Attentif sur eux, parce que si tu dis que tu as des enfants, tu ne parviens pas à t'occuper. Est-ce que tu as des enfants? C'est comme si tu as mis des poulets ou peut-être des porcs. La meilleure réussite, c'est lorsque l'enfant, désormais, sort de la maison, il est épanoui, il est indépendant. Il est indépendant, oui. Il fait honneur à ses parents. À ses parents. Oui. Oui. Par contre, lorsqu'un enfant peut-être apporte un bulletin, peut-être si c'est votre enfant, il vous dit, papa, tiens, je suis sorti premier de ma salle de classe. C'est une joie. C'est une joie. Par contre, l'autre va venir avec le bulletin, il l'ouvre comme peut-être moi-même à mon niveau. Quand j'ouvre le bulletin, je vois 6 de moyenne. Je ferme encore le bulletin, je mets dans le sac. Je soulève le matériel, je mets en bas. Je ne le donne pas aux parents pour qu'ils signent. Le lendemain matin, je pars au maire, quand on me demande ton père, pourquoi on n'a pas signé, le père a vragé. Parfois même on signe dans le couloir, on donne le bulletin. Non, moi je ne signe pas. On signe, on dit bon, c'est le père qui a signé. Je ne signe pas. Je pouvais peut-être faire jusqu'à 2 séquences ou 3 séquences avant que le père voie le bulletin. Et quand il voulait, il me bastonnait bien parce qu'il ne me faisait pas la paix. C'était lui seulement que quand il prend déjà le bulletin qu'il faut signer, c'est à ce moment-là que lui veut jeter un coup de pouvoir parce que tu as travaillé au cours de l'année. Et pourtant, ce n'est pas ça. Oui. Alors, Xavier William, bien sûr, un dernier mot pour la route avant de se séparer. Bon, le seul mot que je veux dire, c'est d'essayer d'arrêter ce qui se passe dans notre société. Peut-être comme j'ai eu une pensée, disant, on dit on ne peut pas arrêter les mineurs, les mettre en prison, ou bien on ne peut pas faire ceci. Pourquoi on n'est pas ouvert un centre pénitentiaire pour ces gens? Parce que les cas de délinquance, c'est déjà de trop. Oui. Si le gouvernement pouvait au moins faire cela, ouvrir un centre pénitentiaire, ce jeune, moins de peut-être 20 ans, c'est que là, il est bloqué. Je dis, quand tu commets un acte, on doit te sanctionner pour cela. Parce que ce qui se passe là, c'est de trop des établissements. Les enseignants ne peuvent plus enseigner tranquillement parce qu'ils ont peur de l'élève qui est devant eux. Oui, on ne sait pas ce qu'il a. Ce qu'il a, même, ou on ne sait pas ce qu'il a en tête, ce qu'il envisage de te faire à la sortie. On doit créer un centre pénitentiaire. Dès que l'autre fait cela, on le prend, on le met, ça va donner un exemple à d'autres de ne plus le faire. Par contre, maintenant, quand un enfant commet un acte, on l'arrête, demain il est dehors, ses amis disent que, si on ne lui rien fait, moi, je vais faire la même chose. Ils sont fous, ils vont me faire quoi, rien. Et c'est comme ça que ça prend de la valeur partout, de l'ampleur. D'accord. Xavier William Kweda, merci d'être passé sur le point littéraire une nouvelle fois. Merci, monsieur, de m'avoir invité.
point littéraire, équipe de production, contribution, Annie Lisette Ambassa, mise en onde, Ulrich Kemoué, régie vidéo, Alain Kwekam, régie d'antenne, Carole Prudence Tiencheux, coordination centrale, Bertrand Rona, supervision générale, le révérend pasteur Emmanuel Noël Bissaï, présentation.